Bon, il faut que je vire le chat du bureau là. Il va falloir que tu t'en ailles. S'il te plaît. Allez, non, tu ne manges pas le micro. Non, tu ne t'assois pas sur l'ordinateur. Vas-y. Allez, je vais pousser toutes mes affaires. Ça, c'est les gros livres. Les lunettes. Bon, c'est une première, hein. On a bien mis l'ordinateur. Est-ce que tu nous m'entends? Oui, je vous entends. Bonjour, comment vous allez? Alors vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui est exceptionnellement enregistré à distance. J'ai l'impression qu'on est pendant le confinement. Et oui, notre invité est dans le sud de la France et entre ses tournages et les épisodes Sévenol, c'était compliqué de se donner rendez-vous sur place. Alors un petit appel sur Zoom s'est imposé. On ne te voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avec une actrice devenue incontournable sur le petit écran dès le début des années 90 que je discute aujourd'hui. Sa fraîcheur et sa beauté ont marqué les esprits. Elle avait alors à peine 20 ans, elle venait du mannequinat et faisait ses premiers pas de comédienne. À votre avis, c'est qui? Vanessa Demouy, bien sûr. Et ben voilà. Parce que ça me fait plaisir. Et comme bien souvent, quand on est une femme, elle a dû trouver comment s'émanciper des jugements réducteurs et des étiquettes qu'on a voulu lui coller. Trop jolie pour être intelligente, trop mannequin pour être comédienne, trop ceci, pas assez cela. Tout au long de notre vie, on est toujours trop ou pas assez dans le regard des autres. Aujourd'hui, à 51 ans, Vanessa Demouy, plus épanouie que jamais, poursuit sa belle carrière comme elle l'entend, en incarnant le rôle de Rose Latour dans la série quotidienne culte de TF1. Ici, tout commence. Bienvenue dans mon salon. Faites-vous une belle place entre le chat, le micro et l'ordinateur pour passer ce joli moment de complicité avec Vanessa Demouy. Comment vous allez, Vanessa? Mais je vais très bien. Ouais. Merci beaucoup, Elsa, de me poser cette question. Vous êtes en pleine périménopause, là. Là, je suis en pleine épreuve. Ce qui est très compliqué dans cette période-là, c'est qu'on n'est pas capable de vous dire quand est-ce que vous aurez terminé l'étape, en fait. Non, ça c'est Ça sûr. peut durer 2 ans, 3 ans, 10 4 ans. ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est ça qui est un petit peu désolant. De temps en temps, on se dit, ouais, la course, elle est longue quand même. Hein. Mon gynéco m'avait dit, normalement, les premiers signes avant-coureurs sont un mauvais sommeil et des humeurs changeantes. Oui, moi c'est ce que j'ai eu. J'ai toujours eu, depuis une dizaine d'années, j'ai un mauvais sommeil et je suis née avec des humeurs changeantes. C'était pas le curseur. Comment ça a commencé? Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes dit alors non mais là ça y est, là qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, je me souviens exactement du jour où ça a commencé, c'est il y a 2 ans. Je quitte le tournage pour la trêve de Noël, je reviens à peu près mi-janvier, donc il s'est passé 1 mois. Et l'habilleuse a préparé les tenues du personnage pour la journée. Je passe ma première tenue, je dis les filles, vous êtes relou quoi, vous avez lavé mon jean, je peux plus le fermer, c'est pas cool. Elle sait même pas que je pouvais plus le fermer, c'est qu'il s'arrêtait à mi-cuisse quoi. Ah oui, je vois très bien. Ouais. Donc là j'ai la chef costumière qui débarque et qui rentre avec moi dans la cabine, je me déshabille, on est un peu en panique, on m'attend sur le plateau, et là Camille me regarde et me fait « ça, tes seins, on dirait des seins de femme enceinte. » Ouais. Elle me dit « t'es pas enceinte ?» Non, il y a aucune... Non, c'est impossible. Je ne peux pas être enceinte, ça c'est pas possible. Évidemment, je vois mon gynéco dans la semaine et là, il me dit oui, ça, on va faire une petite prise de sang, mais a priori, c'est le début de ce qu'on appelle la préménopause. Mais j'ai pris 2 tailles, c'est-à-dire quand on a changé ma garde-robe, on a pris 2 tailles au-dessus. Ouais. Donc moi, le premier symptôme, le premier truc où je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» ça a été ça. Et donc là, j'appelle une super amie à moi qui est Virginie Paré, qui est une nutritionniste géniale. Mais je crois que Oui. Ouais, je crois que vous avez fait un truc avec elle. Oui, j'ai fait, elle est extraordinaire, oui. Et elle fait « Mais Vanessa, à cette période de ta vie, il va falloir adapter. » C'est-à-dire, c'est pas question de régime, il n'est pas question, mais bon, si tu veux continuer à manger comme tu manges, va falloir bouger 3 fois plus. C'est juste, c'est juste des balances, des vases communicants, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, Vanessa? Non, mais moi, je veux tout savoir. Hein. Déjà, j'ai arrêté le sucre. Ouais. Oh, je viens de manger un gâteau.
Oh. Mais c'est pas Moi grave, aussi, il faut je se veux faire un petit arrêter le plaisir. sucre, j'y arrive Aussi. pas. En tout cas, le temps de me réadapter ce corps. Là, on va pas se mentir, hein, entre le début de la série et maintenant, j'ai 9 kilos de plus. D'accord. Donc, j'ai réadapté, j'ai changé quelques trucs, mais je n'aurai plus jamais le corps que j'avais il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ça, c'est fini. Et je crois que moi, ce qui a été compliqué, c'est d'accepter ça. De me dire, oui, mais en même temps, est-ce que tu te sens bien maintenant? Une fois que les désagréments de cette sensation une fois que j'ai dégonflé, parce que c'était ça en fait, j'étais gonflée, gorgée d'eau. Une fois que j'ai réussi à dégonfler, bon bah oui, j'avais pris une bonne taille et il a fallu que je me pose moi face à moi et que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me lamenter sur ce que je n'ai plus ou est-ce que je vais essayer de trouver du cool dans ce que j'ai? Et j'ai décidé de faire la paix avec mon corps et de m'adapter à lui, et pas le contraire. Et ça a été assez salvateur. Malgré tous ces symptômes, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon nouveau corps qu'il y a 20 ans. J'allais justement vous demander quel regard vous portez sur cette jeune Vanessa qui allait de plateau en plateau et qui, à chaque fois, se faisait un peu malmener par les hommes. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Moi, quand je revois ces images, ça m'arrive de temps en temps de tomber dessus sur Internet. Je suis tellement triste que personne à ce moment-là n'ait dit stop. Magnéto, Serge. Alors Vanessa Demouy, est-ce que vous avez toujours les mêmes mensurations? Ne réponds pas. Non, mais Je sais pas. 90, 58, 88. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, vous n'aimiez pas votre poitrine à l'époque, maintenant c'est fini ça. C'est pas possible. C'est pas que j'aimais pas ma poitrine, c'est que tout le monde m'en parlait, donc au bout d'un moment, ça gonfle. Sauf moi. Ça gonfle. Vous remarquez. Ah, joli. C'est de ma faute. J'aurais dû m'y attendre. Excuse, c'est lamentable, je suis lamentable. Quand on parle... T'as pas pris un petit peu, non, un peu? Non. Vous êtes toujours à 46 À 46 Non, quoi? kilos. Non, À combien? Vous avez grossi? un peu, ouais. Ah, C'est 47. c'est bien, t'es beaucoup mieux. C'est marrant, j'ai l'impression que t'as La vista, hein. T'as la vista, T'as perdu ouais. d'ailleurs. Oh, mais Elle n'est plus vraiment à 46. C'est pour ça que Ah, t'as vous êtes à perdu combien? un peu, Elle est d'ailleurs. belle, elle est très belle. Je suis plus au régime, donc voilà, j'ai... Ah oui, d'accord, donc c'est peut-être même 48. Vous êtes rare en télé, vous avez dit j'ai besoin de faire un break, de changer d'image. J'avais pas vraiment besoin de changer d'image, j'avais besoin que les gens se changent l'image qu'ils avaient de moi. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment changé, j'ai évolué, en tout cas, j'espère. Tout transpirait chez moi, au secours, je vais me sortir de là, quoi. Ouais. J'étais mal à l'aise, j'étais gênée, je voulais pas être là, je voulais pas qu'on me pose ces questions-là. C'était vraiment une période que j'ai détestée. Et si je suis si rare en émission, c'est parce que j'ai vraiment vécu des moments, mais terriblement pénibles. Et je ne me sentais pas respectée, je me sentais humiliée. C'est une forme de traumatisme aussi. Hein. Moi, c'était plus de l'ordre de l'humiliation. J'avais honte. Quand je ressortais de ces émissions, j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et me laver. J'avais honte. Parce que j'étais un bon petit soldat, donc il fallait quand même que... Et je me revois, je me dis, mais mon Dieu, mais pauvre petite chérie, quoi, je suis là à sourire alors qu'on me dit des horreurs. Et j'aurais dû... Mais je ne savais même pas que je pouvais le faire à l'époque. J'aurais dû leur dire, mais vous savez quoi, vous m'emmerdez avec vos questions là. Moi, là, je me tire. Au revoir. Mais je ne savais même pas qu'on pouvait dire ça. J'avais l'autorisation de dire ça, non. C'est pour ça que vous avez été un peu absente aussi. Il y a eu des moments d'absence quand même dans votre... J'ai eu des trous dans ma carrière puisque j'étais tellement mal dans ma peau que j'ai fait ce qu'on appelle des petites dépressions. Oui. C'est pas grave, vous pouvez... Vanessa, on a le droit de le dire. Des dépressions. Ouais. Et j'ai dû me retrouver, j'ai dû me reconstruire. Et ça, donc, moi, c'est un métier. Comédienne, on passe des entretiens d'embauche à chaque audition. Et c'est difficile d'aller se vendre quand on pense qu'on n'a pas de valeur. Ouais, ou quand on ne tient pas debout. C'est très beau ce que vous dites.
Comment vous avez ressenti votre dépression à vous, par exemple? Elle a fait quoi? Vous pouviez plus vous lever? Impossible de me lever, de m'occuper de moi, de me coiffer, de m'habiller. Tout est sans saveur, y compris vous-même. Donc c'est très difficile. C'est difficile. Surtout que moi j'ai été médiatique très jeune. Oui. Donc à partir du moment où je sors de chez moi, quand je croise des gens, ils s'attendaient à avoir une certaine personnalité, en tout cas un truc qui rayonne un peu. Et j'avais pas le courage, j'avais pas la force de faire semblant. Donc vous sortiez pas, vous restiez chez vous? Non. Ouais. J'ai vraiment cette sensation quand même que cette cinquantaine vous sied à merveille. Je vous sens tellement plus apaisée et heureuse. Ah mais je le suis vraiment. Et la ménopause n'est pas vécue de la même manière dans tous les pays et sur tous les continents. Et au Japon, la ménopause, ils ont un terme extraordinaire, ils appellent ça le deuxième printemps. Et moi, je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais avoir. Je vais avoir un deuxième printemps, parce que c'est joli, c'est l'une de mes saisons préférées, donc tout va bien. Et alors, les amours dans votre deuxième printemps? Oh mon Dieu! Quoi? Vive les saisons 2! Ah mais génial! Vous en avez parlé avec l'homme que vous aimez? Vous lui avez dit, je suis ménopausée, je me sens pas bien? C'est ma meilleure copine, hein, donc je lui dis tout. Je lui dis tout. Donc je ne lui épargne rien, le pauvre. Ça ne l'effraie pas, ça ne l'inquiète pas. Non, vraiment, c'est un partenaire de vie, c'est un partenaire à tous les points de vue, quoi, vraiment. Ah, c'est bien. Alors, je vais me permettre de vous poser quand même une petite question sexuelle. Comment ça se passe au lit? Parce que quand on est en ménopausée, en tout cas vraiment ménopausée, on peut avoir des sécheresses vaginales. Vous avez l'air très heureuse et très épanouie. Donc, vous avez l'air d'avoir une vie sexuelle formidable. Je sais pas, peut-être que les préliminaires sont aussi très importants sur cette période. Le fait d'être rassuré aussi, on voit chez notre partenaire, quand on sent du désir, forcément, ça éveille le désir chez vous aussi. Donc, c'est une complicité dans un couple. Je pense que ça aide aussi à avoir une vie sexuelle épanouie. Dire aussi, quand, nous, là, tu vois, là, je pas envie. C'est important de faire confiance à l'autre, d'être dans une confiance absolue, surtout à cette période de notre vie, c'est très, très important. Est-ce que vous prenez un traitement hormonal? Non, je fais partie de ces femmes qui ne peuvent pas. J'ai fait un dérèglement hormonal quand j'avais 20 ans, suite à une prise de pilule. Et j'ai dû l'arrêter en catastrophe. Et donc, depuis, tout ce qui est hormonal, terminé. C'est Noé. Donc, je fais avec les moyens du bord. Je fais... je fais comme ma grand-mère a fait. J'accepte. Les bouffées de chaleur, ça se passe comment? Moi, l'avantage, c'est que je ne sens pas quand j'ai les montées. Je ne vais pas ruisseler, transpirer. En revanche, quand j'ai la descente de la montée de chaleur, d'un seul coup, j'ai un froid qui me traverse le corps, comme quand on a eu peur, vous savez, vous avez froid dans les os. Donc moi, je peux me mettre à avoir la chair de poule et grelotter à Montpellier en plein mois d'août quand il fait 48 degrés. Ouais. Et là, je fais j'ai eu une bouffée de chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent vous perturber au quotidien? Oui, cette espèce de truc de fringale. D'un seul coup, j'ai envie de trucs que je n'aime pas. C'est ça qui est quand même dingue. Genre quoi? J'aime pas la glace. Et d'un seul coup, je vais avoir envie d'un cône, quoi. Mais un truc, il me faut un cône, c'est ridicule. Donc, ça, je me dis non, non, c'est pas toi, c'est la ménopause qui parle. C'est marrant, moi aussi, j'aime pas la glace et moi aussi, j'ai envie d'en manger en ce moment. C'est complètement dingue. C'est pas super agaçant. Mais si, c'est énervant. Mais Vanessa, tu n'aimes pas ça. Est-ce que vous avez eu, je sais pas, je dis n'importe quoi, des fuites urinaires? Mais tellement, mais ça, on n'en parle pas. Alors, quand même, que dans les stats, mesdames les menteuses, c'est entre 25% et 40% des femmes
qui sont touchés par ces fuites urinaires. Mais oui. Moi, j'en fais partie. Hein. Je lève la main, j'en fais partie. Et moi, quand ça m'est arrivé, ma fille me dit viens, maman, on fait la course. On allait récupérer ma voiture sur un parking. Je fais 3 pas, je fais oh. Mais pas genre comme après l'accouchement, quand on éternue, qu'on croise les jambes. On se reconnaît dans le supermarché. Mais là, d'un seul coup, c'est différent, ça, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la grosse montée d'angoisse. En disant, mais je crois, j'ai une descente d'organes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. De nouveau, mon gynéco, mon meilleur copain depuis 2 ans. Excusez-moi, j'ai un problème. J'ai un souci, il faut que je vous voie dans la journée. J'ai une fuite urinaire. Et là, il fait, faut sérieux, ça, c'est normal. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est la périménopause. Et comment ça, mais vous ne m'avez pas expliqué. Et puis ça, personne n'en parle. J'ai beau regarder sur les livres de mes... Personne n'en parle de ce truc-là. C'est le tabou du tabou de la ménopause. C'est-à-dire qu'une bouffée de chaleur, c'est socialement, on peut en parler. Oui, c'est socialement acceptable. Je dors mal, socialement acceptable. Merde, j'ai fait 3 gouttes dans mes culottes. D'un seul coup, c'est plus du tout acceptable parce que c'est pas glamour. Parce que d'un seul coup... Voilà, tout le monde t'imagine avec une couche culotte, quoi. Alors que non, c'est pas ça. Mais moi, je me suis dit, non, je suis désolée, ce ne sera pas une fatalité. Je vais trouver. À force d'en parler, parce que moi, j'en parlais à tout le monde, en disant, non, mais il m'arrive un truc de malade. J'ai toujours été très ouverte, très libre. Ouais. Je voulais pas rester avec ce truc-là. Et donc, j'en parlais à tout le monde. Et d'un seul coup, j'ai une copine qui fait, mais attends, mais il y a un truc qui vient d'arriver sur le marché français, c'est extraordinaire. Aux États-Unis, c'est là-bas depuis très longtemps. C'est une chaise. Ouais. Ça dure 20 minutes la séance. Ça envoie des ondes qui vont contracter cette partie du plancher pelvien et qui vont redonner de la densité à vos muscles et à la vessie. En 2 séances. Et puis évidemment, tous ces trucs, ils ne sont pas vraiment remboursés par la Sécu. En plus, encore une inégalité. Merci. Mais il faut en parler, parce qu'en parlant, peut-être que d'autres traversent la même chose que toi et vont t'expliquer. Et je crois que c'est important de dire les choses. Je pense aussi que on a beau dire, oui, la ménopause, on entend parler à tout bout de champ, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc les femmes concernées par la ménopause peut-être cherchent plus à se renseigner, mais il y a encore un gros tabou sur la ménopause. C'est comme si d'un seul coup, il y avait une date de péremption. Et ça, c'est assez insupportable, parce qu'il y a déjà tellement d'injonctions tout au long de la vie d'une femme que moi, j'avais vraiment envie de dire, ouais, c'est un moment qui est pas toujours évident. C'est encore une fois une remise en question, mais ce n'est qu'une étape. Et j'ai aussi envie de par mon expérience et de ce que moi je peux traverser au quotidien, de rassurer aussi les femmes qui sont dans la même période que nous, ou celles qui vont y arriver parce qu'on y passe toutes, a priori. Et je pense que quand on est prévenu, quand on sait à quoi s'attendre, on le passe plus facilement. Oui, on va le traverser mieux, effectivement. Ouais, il y a moins de refus d'obstacles, quoi. J'ai quand même l'impression, d'après ce que vous avez pu nous dire comme ça à demi-mot, vous avez quand même passé des années très difficiles. J'ai eu des années compliquées. J'ai eu en tant que femme, en tant que comédienne. Mais je crois que le moment de rupture où j'ai dit j'en ai marre, maintenant je vais être heureuse, c'est quand j'ai pris conscience que si je voulais qu'on m'aime, il fallait que je m'aime. Ça a été vraiment le moment charnière. Alors, et à partir du moment où on s'aime, on ferme la porte à des choses qu'on a acceptées pendant très longtemps et qu'on se dit ça plus jamais. Et puis on en ouvre d'autres. C'est assez magique. Je crois que l'estime de soi, l'amour de soi, c'est la base. C'est vraiment la clé de voûte de tout le reste. Il y a un regard qui est tellement doux
sur la femme que je suis devenue. Comment on a un regard doux? Parce que c'est pas facile d'avoir un regard doux. La plupart des femmes, justement, qui passent la cinquantaine, elles n'ont pas des regards doux sur elles-mêmes. Mais oui, je sais, c'est très compliqué. Mais il faut, c'est vraiment un exercice. C'est rééduquer notre cerveau. D'abord, moi, ce que je répète à ma fille, c'est la comparaison, c'est du poison. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je vois des femmes, je me dis, oh là là, mais elle a une aura, elle est tellement lumineuse, j'aimerais tellement... Et en même temps, je fais, oh là là là, Vanessa, attends, tu sais pas ce qu'elle traverse, tu sais pas ce qu'il y a derrière ce sourire de façade, tu sais pas derrière ce qu'elle affiche, comment elle se sent à l'intérieur. Donc déjà, il faut arrêter de se comparer. C'est la base. Et puis, il faut regarder ce qu'il y a de bien. Commencer par un truc un peu... On a tous des complexes. Moi, je porte un regard doux sur moi, mais mes complexes sont là. Sauf que j'ai décidé de focaliser sur ce que j'avais de sympa. Donc au départ, c'est pas facile parce que si vous demandez à une femme de donner 3 qualités sur elle-même, je parle même pas de physique, c'est très difficile. Si vous lui demandez ses défauts, alors là, c'est nickel. Il y en a plein, ouais. Ça sort beaucoup plus facilement. Donc il faut trouver un truc sur son physique qu'on trouve finalement pas si mal. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter la fausse modestie aussi. Il faut faut trouver un truc qu'on trouve finalement chouette et puis s'accrocher à ça. Puis petit à petit en trouver d'autres. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur vous justement des trois petites 3 jolis mots sur vous? Je crois que je suis gentille. Ouais. Et ça, c'est une qualité qui pour moi, qui est une qualité primordiale. Pour moi aussi. La gentillesse, c'est quelque chose... Alors, très longtemps, ça a été affilié à de la niaiserie. Oui, un côté un peu neuneux, mais pas du tout, en fait. Ouais. Et puis, comme du coup, avec l'âge, c'est ça aussi, quand on vieillit, c'est bien, c'est qu'on s'émancipe un petit peu du regard des autres. Et s'il y a des gens qui me trouvent neuneux, je m'en fous. Mais je m'en fous parce que moi je suis en paix avec ce que je suis. Donc voilà, je pense que je suis gentille, je pense que je crois que je suis intelligente. J'ai eu du mal et j'ai eu du temps, j'ai mis beaucoup de temps avant de le dire, mais puisque j'ai été cataloguée comme ça, comme un sexe symbole, un peu comme voilà, donc et non, je ne crois pas. Mais parce que je les ai crus, tout simplement. Il y a des gens, leur passion sur Terre, c'est d'éteindre la lumière des autres. Et aujourd'hui, je ne laisse plus personne éteindre ma lumière. Et mon autre qualité, je pense que je suis obstinée, ça sert. C'est pas facile de dire « moi, je suis intelligente aujourd'hui et j'ai mis du temps à l'avouer ». Cette phrase que vous avez dite, je la connais parce que moi aussi, j'ai eu du mal à me la dire. Mais c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Et c'est un truc, ça a été un cheminement très long. De pouvoir dire, et ça je l'ai beaucoup travaillé en thérapie, de pouvoir dire, je suis intelligente, ça ne sortait pas. C'était un truc, c'était bloqué, quoi. Mais parce qu'on vous avait tellement mis dans un rôle de merde, dans un rôle de sexe symbole stupide, alors que vous ne l'étiez et vous l'avez jamais été. Mais jamais. Ce qui a été très problématique dans ma carrière d'ailleurs, puisque forcément les gens quand ils m'appelaient pour une audition s'attendaient à voir arriver une espèce de sexe symbole en maillot de bain. J'arrivais pas maquillée, en jean avec une queue de cheval, donc forcément ils étaient déçus. Ouais. Forcément. Et les gens qui auraient pu être intéressés par mon profil de comédienne, ils pensaient pas à moi. Est-ce que vous pensez que c'est le cap de la cinquantaine qui a fait que vous ne laissez plus jamais personne éteindre votre lumière, justement, si lumineuse? Alors, je pense que la cinquantaine aide à ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... à un moment, on fait le bilan, on se dit qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, mais je crois aussi que de surmonter certaines épreuves, de se dire, voilà, j'ai traversé ça, mais je suis toujours là, j'en ai chié, mais en fait, je suis forte. Et aujourd'hui, j'ai envie de vivre d'autres émotions. Voilà, ça fait 40 ans que j'expérimente des choses qui sont pas chouettes, ou je n'aime pas assez. Et aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Mais je pense effectivement que l'âge aide à ça. L'expérience
Je pense que c'est plus facile à 50 ans de dire ça que jamais, et d'être pas dans une agressivité, dans quelque chose de très axé, de très centré. Par moments, quand on est plus jeune, quand quelque chose nous déplaît, nous fait du mal, on peut avoir une certaine agressivité. Moi, je crois que le sentiment qui me traverse beaucoup plus souvent maintenant, c'est la paix. Mais alors cette sérénité, justement, vous l'avez acquise comment? Par l'expérience, j'ai compris, mais est-ce que vous voyez, est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un psy, est-ce que vous vous faites aider, est-ce que c'est le sport? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je fais tout ce qu'on peut me proposer, tout ce que je suis capable d'expérimenter. Donc oui, évidemment, j'ai vu un psy longtemps. Puis à un moment, il m'a dit, c'est super, vous êtes prête, on enlève les petites bouées, puis on y va. Mon psy m'a viré. C'est bon, vous n'avez plus besoin, on y va, on se lance. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles aujourd'hui que quand vous aviez 20 ans? Dire non. Dire non, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est simple, hein, maintenant, moi je raisonne, je suis la Marie Kondo des décisions dans la vie. C'est-à-dire que moi, c'est pas pour ranger mes tiroirs, hein, on me propose quelque chose, je ferme les yeux, je me dis est-ce que ça fait sens, est-ce que ça résonne pas. Puis la réponse est non, c'est un non très gentil mais très ferme. Je suis très heureuse de ce que je vis, je suis très heureuse d'avoir la chance de vieillir, mais je ne veux plus perdre de temps avec des choses qui finalement vont faire que je ne vais pas me sentir à l'aise. Voilà, je veux que ça fasse sens. Et alors justement, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir, Vanessa? Mais je suis très gamine à ce niveau-là. Moi, je m'émerveille. La nature fait sens. Je suis capable de pleurer devant un coucher de soleil, quoi. Je m'émerveille d'un rien. De voir ma fille partir dans des tenues à l'école, je me dis, mon Dieu, moi, j'aurais jamais fait ça. Je ne me serais pas assumée en tant qu'individu. Il fallait qu'on fasse partie d'une masse. Ça m'émeut au plus haut point. Mon fils, qui a une passion, c'est le rap, la musique. À chaque fois qu'il franchit une étape, ça m'émeut. Le regard de mon amoureux, ça m'émeut. J'ai commencé à travailler en 1988. On ne donnait pas cher de ma peau à l'époque en tant que comédienne. En 2024, je suis toujours là, je vis de mon métier. Ça m'émeut. Ben ouais, bravo. Et puis je crois d'avoir accepté qui j'étais avec cette part d'hypersensibilité. Je suis une pleureuse, c'est terrible. Je voudrais vivre dans un téléfilm de Noël, vous voyez. Voilà, ça résume bien ma vie, ça. Je voudrais vivre dans un téléfilm de Noël. Moi aussi, vous savez, moi je crois au Père Noël, alors je comprends très bien ce que vous dites, Vanessa. Alors, j'ai l'impression de parler à une amie. C'est très bizarre quand même. Mais non, mais j'aime bien. C'est vrai. C'est un signe. On sent bien que quand même, il n'y a pas eu, tout le monde n'a pas été tendre et vous n'avez aucune aigreur. Non, j'étais en colère longtemps. C'est très porteur, hein. Mais ça vous détruit. Et c'est vous que ça détruit. Ouais. Pas les personnes à qui vous en voulez. Ça leur fait ni chaud ni froid. Et le jour où vous dites, OK, je veux plus de ça, c'est déstabilisant au début parce que vous vous sentez très vide. Non, merde, je remplace par quoi? On ne remplace pas en fait, c'est ça. Cette légèreté, elle n'a pas de prix, ce que j'appelle la paix. Ouais. Oh là là, je vous aime. Bon, merci Vanessa. On vous aime très fort. Merci beaucoup. Merci les filles. Au revoir. Alors, je ne sais pas du tout comment on éteint en revanche. Après avoir échangé avec Vanessa, j'ai envie de vous dire, ne laissez rien, ni personne éteindre votre lumière. Oui, l'arrivée de la ménopause est bouleversante, ça c'est sûr, et elle nous oblige à prendre soin de nous. Et si finalement, c'était une bonne nouvelle après tout? Comme Vanessa Demouy nous l'a dit, un des gros défis à l'arrivée de la ménopause, et j'en sais aussi quelque chose, c'est entre autres celui de réévaluer nos besoins alimentaires. Nutriments, vitamines, protéines, graisses, sucre, tout change. C'est comme si notre corps parlait un nouveau langage. Alors, pour nous aider à mieux nous connaître justement, nous avons appelé Nariné Mixian, diététicienne et nutritionniste chez Delab NutriCosmetics.
Elle accompagne les femmes dans leur quête d'équilibre alimentaire au fil des étapes de leur vie hormonale. Alors pourquoi nous prenons toutes quelques kilos à l'arrivée de la ménopause ? En fait, ce qui va se passer, si on prend l'exemple de la grossesse, pendant la grossesse, on a cet excès de graisse qui va venir s'accumuler là, sur cette ceinture abdominale. C'est pour le bébé, c'est pour le fœtus, c'est de la protection. Et lorsque l'on va accoucher, en fait, c'est une baisse de l'oestrogène qui va déclencher l'accouchement, les contractions. Cette baisse des œstrogènes donc, va permettre d'expulser l'enfant et d'activer la fameuse lactation. Donc en fait, il va avoir une libération des graisses dans la circulation sanguine et qui va être, en fait, ces graisses vont être transportées au niveau des glandes mammaires pour créer le lait. À la ménopause, c'est pareil, c'est la baisse des œstrogènes, donc indirectement aussi la libération des graisses. Le fait que ces graisses n'ont plus d'endroit cible, c'est-à-dire que pendant l'accouchement, les graisses sont véhiculées vers la poitrine. Là, elles vont être véhiculées notamment, elles vont aller se localiser sur la ceinture abdominale. Et c'est pour cela aussi que à cette période, cette période de la femme, la ménopause, on prend énormément autour de la ceinture abdominale. C'est là où vont se localiser les graisses en surplus. Donc en fait, il y a une délocalisation des graisses. Indirectement, les hormones influencent le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'énergie du corps, c'est le fonctionnement du corps. On a un métabolisme de base et on a des choses qui influencent ce métabolisme, l'activité physique, la digestion, tout le système neuro-hormonal. Il y a énormément de choses qui vont influencer ce métabolisme. Et à la ménopause, en fait, la baisse des œstrogènes va également influencer le métabolisme. C'est-à-dire que ce métabolisme va ralentir, tout va ralentir, dont la combustion des graisses. Donc, on va moins brûler de calories. On va devoir faire beaucoup plus d'efforts pour brûler des calories parce que le métabolisme est beaucoup plus lent qu'avant. Et on va avoir une réduction assez importante de la masse maigre, de la masse musculaire et l'augmentation de la masse grasse. Donc, il va y avoir un vrai chamboulement, des vrais changements corporels durant cette ménopause. Et ça peut vraiment augmenter des risques de fragilité du corps. Donc, l'apport en protéines va être très important pour maintenir cette masse maigre, pour aider aussi à réguler la satiété et pouvoir avoir pour éviter les fringales sucrées, les pulsions alimentaires qui peuvent être très fréquents durant cette période-là. Donc, le fait d'apporter un peu plus de protéines dans l'alimentation, on va maintenir cette masse maigre et on va aussi avoir ce rôle un peu satiétogène pour éviter d'avoir des pulsions sucrées. L'alimentation va jouer un rôle énorme parce qu'on va pouvoir vraiment influencer beaucoup de choses dans le corps et la supplémentation également. Parce que avec notre vie moderne, même si on essaye de manger équilibré, varié, de saison, locale, il nous manque des choses. Donc, surtout pendant cette période de la ménopause, on va devoir vraiment se supplémenter en calcium, en vitamine D, en zinc, en vitamine C. Notamment, la vitamine C va avoir un intérêt énorme pour le collagène, mais il y a une supplémentation qui va être très importante pour aider le corps, c'est apporter des outils au corps pour qu'il puisse mieux fonctionner. Le complément alimentaire, c'est pas quand on va mal. Le complément alimentaire, c'est je vais bien, je veux juste aller mieux et plus longtemps. Donc, ça va être une aide précieuse en plus de l'assiette. Oui. À la ménopause, c'est assez intéressant de consulter un professionnel diététique pour venir en fait apporter de l'aide pour rééquilibrer l'alimentation. C'est propre à chacun, connaître un peu l'influence du microbiote de la personne, connaître aussi, si elle a peut-être des terrains au niveau d'allergies ou même des terrains plutôt sur des maladies cardiovasculaires ou des antécédents de cancer du sein. Tout ça va être pris en compte pour élaborer un plan alimentaire, venir se supplémenter par rapport à tout ça. Il y a des femmes qui vont avoir zéro trouble digestif. D'autres vont en avoir. Donc, le professionnel en fait de santé, diététique et autres va venir aider la femme à trouver les bons outils pour aller mieux. Et ces bons outils, c'est soit par l'assiette, soit par la supplémentation. Donc oui, pour moi,
si on peut rencontrer un diététicien à cette période de la vie, c'est important. Pour l'écoute, pour l'aide, et puis ça enlève certaines barrières, on se sent moins perdu, et puis ça aide à passer le cap. Moi, je pense sincèrement que c'est aussi le manque de temps qui empêche aussi de faire attention à beaucoup de choses. Et cette période de ménopause, voilà, on a aussi dans sa vie des choses un peu qui se mettent à l'arrêt, où on a un peu plus de temps. Et on se dit, maintenant, je vais penser qu'à moi. Et moi, j'ai cette impression, c'est que les femmes se disent, je pense à moi maintenant. Et elles prennent les devants sur l'alimentation, sur leur bien-être, sur leur sommeil. Ma vision, c'est plutôt les encourager à se dire que c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui reprend. Merci à Vanessa pour ce joli moment de complicité et surtout pour sa sincérité. Merci à Nariné Mexillon pour cet éclairage. Cet épisode a été réalisé avec amour et soin par Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!